banquets et champagne. To the success and affluence of our motherland and the prosperity and stability of Hong Kong. Cheers! Le gouvernement de Hong Kong a célébré avec faste 2 événements. Le 23e anniversaire de la rétrocession par les Britanniques de la province à la Chine et l'entrée en vigueur d'une loi controversée sur la sécurité nationale. La loi sur la sécurité nationale est considérée comme l'événement le plus important dans les relations entre le gouvernement central et Hong Kong depuis la rétrocession. C'est une étape historique. La loi sur la sécurité nationale donne les pleins pouvoirs à Pékin sur la province. Elle permet d'emprisonner des manifestants, notamment pour activités subversives, sécession et collusion avec des forces étrangères. Sur son compte Twitter, la police de Hong Kong s'est vantée tôt ce matin d'avoir interpellé le premier manifestant tombant sous le coup de cette loi. L'homme était en possession d'un drapeau en faveur de l'indépendance de Hong Kong. Un tour de vis sécuritaire dénoncé par l'opposition, qui n'a plus le choix qu'entre le silence ou la prison. Nous ne verrons peut-être plus jamais 1 million de manifestants dans les rues. Pas parce que nous serons satisfaits du gouvernement, mais parce que désormais nous vivons dans la peur. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine menace Pékin de représailles. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant que la Chine engloutit Hong Kong dans sa gueule autoritaire. Alors, la communauté internationale peut-elle encore sauver les droits de l'homme dans la province? Ou les pro-démocraties ont-ils cette fois définitivement perdu la bataille? Xi Jinping va-t-il imposer sa dictature à Hong Kong? On va voir ce qu'en pensent nos 3 invités. Jean-Paul Chang, bonsoir. Vous êtes économiste et selon vous, cette loi ne fait que compléter l'arsenal juridique de Hong Kong en matière de sécurité nationale. La plupart des habitants, toujours selon vous, l'accueillent avec une relative sérénité et avec calme. À côté de vous, Valérie Niquet, qui ne sera pas nécessairement d'accord, responsable Asie pour la Fondation pour la recherche stratégique. Votre livre « La puissance chinoise en 100 questions » est paru aux éditions Taillandier. Je crois qu'il est derrière moi, absolument. Selon vous, Valérie Niquet, si la Chine ne respecte pas son engagement international en faveur de ce fameux principe, un pays, 2 systèmes, cela signifie potentiellement qu'aucun accord international ratifié par Pékin n'a de valeur. Et à côté de vous, Pierre Grosser, historien, professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations internationales et vous avez fait paraître chez Odile Jacob en 2019 « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle ». Vous considérez que Hong Kong va être doublement dilué économiquement dans la grande région sud de la Chine et politiquement dans les lois de Pékin. On démarre le débat avec une question d'un internaute, Nadia. Oui, question de téléspectateur que je vous lis. L'épidémie de Covid-19 a-t-elle favorise-t-elle les agissements de Pékin à Hong Kong? Valérie Niquet, c'est une bonne question. En effet, quel rôle a joué la pandémie, cette situation très particulière dans laquelle le monde se trouve, sur la stratégie chinoise? Je ne pense pas que le Covid-19 ait facilité la prise de décision. En revanche, c'est sans doute indirectement une raison pour laquelle Pékin a décidé d'avancer et à Hong Kong comme ailleurs, d'adopter une attitude extrêmement agressive qui s'explique évidemment pour répondre aux manifestations qui avaient lieu et qui défiaient directement le pouvoir chinois. Mais Pékin fait face à des difficultés extrêmement importantes, sociales, économiques, qui sont le résultat du Covid-19. Il s'agit quoi, de démontrer sa puissance? Il s'agit de démontrer pour le parti qu'il est aux affaires, qu'il est puissant, qu'il peut imposer sa volonté, qu'il n'a pas peur de l'étranger et que toute ingérence ou toute pression extérieure n'aura aucun résultat et que le parti a les moyens de reprendre les choses en main à Hong Kong. Alors, avec le chiffre du jour, Anne, détaillons peut-être un peu cette loi. Oui, sur la sécurité nationale. Exactement, 66, car la loi chinoise sur la sécurité à Hong Kong promulguée hier compte 66 articles. Cette loi dit donc viser les actes de subversion, de sécession, de terrorisme et de collusion avec les puissances étrangères. Mais on l'a vu dans le sujet, le premier arrêté en vertu de cette loi était juste en possession d'un drapeau prônant l'indépendance de Hong Kong. Pierre Grosser, ça veut dire symboliquement qu'on décide de montrer que cette loi va aller jusqu'à un niveau qui nous paraît quand même assez anodin d'agissement finalement.
Alors, le problème est de voir ce qui se passe tout de suite, puisque la loi a été promulguée officiellement à 23h hier, donc elle est relativement fraîche, et on savait qu'il allait y avoir des manifestations liées à la rétrocession au 23e 1er juillet, qui est aussi d'ailleurs, le 1er juillet, est officiellement la date de la création du Parti communiste chinois en 1921, ce qui, je pense, n'est pas totalement anodin, même si en fait, ce n'est pas le 1er juillet, mais ça, ce n'est pas très, très grave. Donc, il faut voir ce qui se passe dans les jours très proches, c'est-à-dire les réactions pour essayer de montrer que on n'est pas d'accord avec cette loi, et comment est-ce que ça va se mettre en place petit à petit, notamment qu'est-ce qu'il va y avoir comme institutions venues de Pékin qui vont s'installer et qui vont agir, et c'est en fait la vraie interrogation. Qu'est-ce que vous entendez par la police secrète? Oui, c'est ça, bien sûr, savoir qui vont être les policiers, les enquêteurs, comment est-ce que, par exemple, quand il va y avoir des procès, des condamnations à Hong Kong, est-ce que, par exemple, Pékin va pouvoir casser ces condamnations, mettre plus lourd, et donc rentrer dans quelque chose que la Chine a connu d'ailleurs, qui est d'une certaine forme d'extraterritorialité, et qui est évidemment condamné à l'époque, et qui, là, d'une certaine façon, est en train d'être reconstitué, même si, évidemment, vu de Pékin, c'est pas en dehors du territoire chinois, c'est la Chine, bien entendu. Jean-Paul Chang, est-ce que cette loi couvre suffisamment de motifs pour que tout le monde quasiment puisse être arrêté? Enfin, parmi les opposants, les pro-démocratie, etc. Et que veut dire le terrorisme? Quelle est la conception du terrorisme du point de vue de Pékin? Si quelqu'un est reconnu coupable de terrorisme, il encourt la prison à vie. Je suppose que, avec cette loi. Je crois que la Chine a beaucoup de collaboration avec tout le reste, avec le reste du monde sur le problème du terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire attenter à la vie des autres, aux biens, etc., avec des méthodes terroristes. Ça s'est vu à Hong Kong récemment, parmi les manifestants pro-démocratie? Il y a eu des actes qu'on pourrait... Bon, c'était très limite. Quand vous avez eu des policiers qui ont été visés avec des arcs et des flèches au moment du siège de l'école polytechnique. La violence, c'est pas toujours du terrorisme, néanmoins. Bien sûr, mais il y a eu aussi des bombes, il y a eu quand même des saisies d'armes, il y a eu beaucoup de choses de ce genre qui sont passées un peu inaperçues dans la presse occidentale. Pas toujours, parce que même le New York Times ou le Washington Post en ont fait état quand même. Donc il y a eu quand même des actes. Quand vous attaquez un policier avec un cutter, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais bon, on n'est pas très loin, éventuellement, du terrorisme. Bon, voilà, c'est tout. Donc je veux dire, de toute façon, il y a des lois comme ça dans tous les pays du monde. Donc chaque fois, on va demander à un pays, qu'est-ce que vous définissez je ne sais pas. Je veux dire, bon. Les principaux dissidents du parti Demosisto ont abandonné le parti, Valérie Niquet, dans les 48 dernières heures. Pourquoi? Pour protéger leur cause, d'une certaine manière. Non, je pense que pour le moment, il s'agit de prendre des mesures qui évitent qu'ils soient éventuellement poursuivis très rapidement, dans la mesure où c'est vrai que beaucoup de pays ont des lois sur la sécurité, en particulier depuis les attentats, mais le problème de la Chine, c'est que le système légal n'est absolument pas indépendant, que c'est ça qui est en train de se mettre en place à Hong Kong, et que quand on cherche l'équilibre entre le parti... séparation des pouvoirs. Non, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et c'est le Parti communiste qui est au-dessus des lois, même s'il y a des lois en Chine et des lois aussi également appliquées à Hong Kong. Donc on n'a aucune garantie. Par rapport, il n'y a pas de liberté de la presse, donc il n'y a pas de... Surtout, enfin, à Hong Kong, il y en avait une relativement préservée, mais avec cette nouvelle loi, et les termes sont extrêmement flous. Donc quand on parle, par exemple, aussi de collusion avec l'étranger, beaucoup de chercheurs installés à Hong Kong, beaucoup de professeurs d'université qui sont étrangers, beaucoup d'ONG qui sont d'origine étrangère, elles sont citées, d'ailleurs, et qui nous aident à comprendre la manière dont les choses se passent en Chine, par exemple les syndicats en Chine, les manifestations, tout ça, souvent, on le sait à partir de Hong Kong, eh bien tout ceci pourrait potentiellement être menacé. Je voudrais juste ajouter un élément. On s'interroge sur jusqu'où est-ce que la Chine ira. La Chine est tout de même un pays qui, dans un pays comme la France, par exemple, eh bien, on n'hésite pas à exercer des pressions sur des chercheurs en les menaçant de procès, en diffamation ou autre, avec comme seul objectif de les faire taire. Et ça, c'est en France. Donc, imaginons ce qui pourrait se passer à Hong Kong, où là, on n'est pas du tout à l'abri de ce que souhaite mettre en place Pékin. Et donc, je pense que beaucoup de gens, évidemment, à Hong Kong ont peur, et c'est l'objectif de cette loi. L'idée, c'est de faire peur pour faire taire. Alors, évidemment, elle ne s'appliquera pas à tout le monde, mais les premières conséquences, c'est dissuasif.
Évoquons l'éducation. Oui. L'éducation qui devrait être prise en main par Pékin, Nadia. Oui, parce que c'est même à l'école et dans les programmes scolaires que la mise au pas a commencé. Ça fait quelques années que la Chine essaye de former, voire de réformer les esprits en s'attaquant donc à ce système éducatif hongkongais. Elle a sorti certaines réformes de ses cartons ces dernières années. En 2012, par exemple, elle avait tenté d'introduire des cours d'éducation morale et patriotique avec en particulier un manuel qui avait été envoyé aux enseignants. Il s'appelle le modèle chinois. Il décrivait par exemple le parti unique comme avancé, altruiste et solidaire. En revanche, il se gardait bien d'évoquer certains événements historiques comme la place Tiananmen par exemple. À ce moment-là, on l'avait vu, on en avait parlé, des milliers de collégiens, des étudiants, des parents, des professeurs avaient manifesté. Ils avaient dénoncé une tentative de lavage de cerveau. C'est ce qu'on avait appelé le mouvement Scolarisa, mais ça avait fait notamment émerger le jeune Zhou Shuai-Wang, leader donc, de ce mouvement actuel. Il avait à peine 15 ans à l'époque. Alors depuis, ce sont les cours de culture générale qui sont devenus la bête noire des politiques pro-Pékin. En mai dernier, Carrie Lam, la chef de l'exécutif, donc, a accusé ces cours d'avoir encouragé le mouvement pro-démocratie. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il a interdit aux écoliers et aux étudiants hongkongais de manifester, évidemment, mais également aux profs de parler politique, quoi que ça veuille dire. Le 4 juin, les députés hongkongais ont adopté une loi qui impose l'apprentissage de l'hymne national de la République populaire de Chine dans le primaire et puis dans le secondaire. Et puis, le ministre de l'Éducation vient d'annoncer que les programmes scolaires allaient être ajustés à cette loi de sécurité nationale. Pierre Grosser, quel est le projet exact? Est-ce que la Chine veut prendre soigner le mal à la racine, si j'ose dire, prendre le problème à la racine et former une nouvelle génération de gens bien plus dociles que celle d'avant, que ces étudiants un peu trop tapageurs? C'est ce qui est prévu, clairement. Sans doute un peu. Déjà, d'abord, il y a un problème aussi par rapport aux liens qu'Hong Kong peut avoir avec l'extérieur, puisque l'article 38 peut viser la diaspora hongkongaise qui risque d'augmenter en volume si les gens veulent partir. Voilà. La deuxième chose, vous avez commencé par parler du Covid. C'est l'idée qu'il y a un virus politique. Et on parle de virus politique en ce moment en Chine. Et donc, voilà, il faut faire un cordon sanitaire. Il faut que les gens soient vaccinés contre ce type de... bien entendu, contre ce type de virus. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment pensé parce que depuis 89, il faut bien quand même revenir à cela. Il y a cette idée que c'était déjà des idées occidentales qui étaient arrivées, la pollution spirituelle occidentale. Et puis, il y a toujours dans l'idée qu'il y avait eu quand même la chute de l'Union soviétique, la chute des régimes communistes en Europe de l'Est. Et pourquoi ils ont chuté pacifiquement? C'est-à-dire que ça n'a pas été une guerre. C'est parce que les idées, un certain nombre d'idées occidentales avaient pénétré en Europe de l'Est et en Union soviétique. Jean-Paul Chang, vous tiquiez. Vous n'êtes pas d'accord avec... Ah non, pas du tout. J'apprécie une vision très cohérente, très globale de tout ce qui se passe là-bas. Je pense que c'est narration contre narration, quoi. C'est tout. Donc, on est dans un affrontement du type guerre froide. Donc ça ne m'étonne pas que les Chinois... Une guerre de l'information? Non, mais ça veut dire que je comprends aussi que du côté de Pékin, ils cherchent effectivement à inculquer leur vision des choses, leur interprétation de l'histoire, leur enseignement, etc. Voilà, c'est tout. Sauf que personnellement, je trouve que c'est très curieux. Je ne connais pas. Je veux dire, bon, il est question toujours d'établir des rapports de force avec la Chine. Parce que la Chine, n'est-ce pas, j'entends ici et là, il faut un rapport de force avec la Chine. Est-ce que ce n'est pas la Chine qui établit elle-même un rapport de force? Non, mais de toute façon, voilà. Sauf que je n'ai pas très bien compris quelle est cette stratégie finalement, parce que c'est quand même une piètre stratégie qui consiste à choisir un territoire qui est de toute façon sous contrôle de la Chine géopolitique depuis 1997 déjà. Et donc, je ne comprends pas, c'est comme dans un jeu de Go. Même les débutants, on leur explique que ce n'est pas la peine de vous acharner sur un territoire qui est déjà contrôlé par l'adversaire. Donc pourquoi sacrifier sans arrêt encore des pions qui sont là-dedans, à savoir des gens de Hong Kong, des affaires de Hong Kong, des gens qui veulent vivre normalement à Hong Kong. Tout ça, je veux dire, au nom finalement d'une stratégie. Alors peut-être que ça cache autre chose, on fait une fixation sur Hong Kong pour mener d'autres choses ailleurs. Mais Jean-Paul Chang, vous avez une vision très glaciale, et vous parlez de pions. Il y a 7,5 millions d'habitants, dont des gens qui ne sont pas des pions, qui sont des êtres humains qui aspirent à plus de liberté, ou à autant de liberté qu'il leur en a été promis à l'époque de la rétrocession. Je réponds très rapidement. Je pense que la société hongkongaise est divisée depuis un an. Il y a à peu près 3 millions de personnes qui ont signé une pétition pour soutenir cette loi. Donc il y a aussi des gens de Hong Kong, des commerçants, des travailleurs, des gens qui veulent avoir finalement la possibilité de prendre le métro sans avoir des stations
station de métro saccagée, se faire transformer en torche parce qu'on aurait exprimé finalement un désaccord avec des manifestants. Donc il y a aussi des gens comme ça qui voudraient que l'économie reparte, parce que ça fait quand même trois trimestres que Hong Kong est en train de sombrer. Alors pensez un peu à tout ça, il n'y a pas que l'idéologie, voilà. Il n'y a pas que la liberté, il y a aussi l'économie. On s'intéresse à travers Thibault Nolte à la chef de l'exécutif hongkongais. Elle s'appelle Carrie Lam et elle est téléconsultée. La tête qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier. Ma chère Carrie Lam, j'ai votre dossier sous les yeux, c'est préoccupant. Pas parce que vous êtes chef de l'exécutif de Hong Kong, presqu'île chinoise sous régime spécial, vouée au culte de la finance et du dim sum. Vous avez été élu en 2017 par une assemblée de grands électeurs largement inféodés au PCC et vous prenez vos ordres directement à Pékin. Un jeune leader démocrate s'était désolé. Ceci est une sélection, pas une élection. Votre promesse était d'unir la société de cette ex-colonie britannique où l'aspiration démocratique turbule régulièrement dans la rue. Mais vous avez provoqué des émeutes historiques lors d'une conversation privée qui a fuité. Quelle naïve. Vous disiez... I have a choice. The first thing is to quit, having made a deep apology. En public, c'est différent. Fayot, vous étiez avec les Anglais jusqu'à la rétrocession de 97. Fayot, vous demeurez avec les communistes chinois. Vous dézinguez le séparatisme, proposez d'inculquer les bases d'une identité chinoise aux morveux hongkongais dès la maternelle. Hier, vous avez applaudi la loi, votée à Pékin, sur la sécurité nationale à Hong Kong, outil policier pour embastiller avec allégresse les jeunes opposants. The legislation aims to prevent, curb and punish acts of secession, subversion of state power, terrorist activities, and collusion with foreign or external forces. Les forces étrangères, elles vous ont pas toujours dégoûté. Jusqu'en 2007, vous possédiez un passeport britannique. Votre mari rencontré à Cambridge en possède toujours un, et pas forcément pour votre agrément. Après les émeutes de juin 2019, il avait déclaré que vous seriez jugé par l'histoire. En décembre, vous accompagnant à une célébration en présence de Xi Jinping, il avait ostensiblement refusé de participer. Un geste comparé à celui de August Landmesser, seul parmi ses collègues à refuser le salut nazi. Chronique d'un schisme nuptial annoncé. Ma chère Carrie, gardez la chambre. Merci Thibault Nolte. Anne. Oui, Valérie Niquet, normalement, le fameux un pays, deux régimes devait durer jusqu'en 2047. Pourquoi cette accélération de 20 ans, finalement ? Cette accélération, c'est parce que, d'abord, dès le départ, c'était une stratégie, je pense. C'est-à-dire que le régime chinois, bien entendu, il était dans une période d'ouverture politique, dans les années 1980, de réforme économique. Et donc, d'ailleurs, on pensait qu'il y aurait une convergence qui serait plutôt allant dans le sens de Hong Kong. Mais c'est aussi une stratégie. C'est-à-dire que pour les Chinois, il fallait réunifier la patrie et commencer par Hong Kong, proposer ensuite ce système, un pays de système à Taïwan, donc c'est une sorte de modèle, mais c'est une tactique, une stratégie. Donc une fois qu'on a récupéré ça, avec les moyens dont on disposait à l'époque en Chine, une relative faiblesse en termes de capacité de pression, eh bien aujourd'hui, le régime chinois considère qu'il a les moyens d'être au centre du système international, d'imposer son point de vue, et donc ça ne tient pas. C'est pour ça que je disais que les contrats ou les accords avec la Chine ne tiennent que le temps que Pékin considère qu'effectivement c'est utile. Après, ça peut tout à fait être remis en question. Cette promesse avait été faite de 50 ans, elle n'est pas tenue. Une question, Pierre Grosser, sur ce que représente Hong Kong aujourd'hui économiquement et financièrement. C'était 18% du PIB chinois en 97, plus que 3% aujourd'hui. Vous évoquiez, quand je vous ai présenté, la dilution de Hong Kong par rapport aux ambitions chinoises. Hong Kong n'est plus qu'une sorte de petit confetti par rapport à la Chine populaire. Il y a toute la question de la rivalité avec la ville de Shenzhen qui a doublé de population en un temps 30 millions d'habitants, c'est bien ça. De plus en plus des connexions autoroutières, en chemin de fer, etc., qui diluent effectivement dans une région qui fait pratiquement 70 millions d'habitants et qui va en faire 100 millions sans doute en 2030. Donc voilà, c'est vrai que la spécificité c'est la région de Grand Bay, c'est ça qu'on voit là, c'est la Grand Bay qui centralise beaucoup qui est d'un dynamisme considérable. Et
Hong Kong ne sera qu'un des éléments de cela. Il y a la question de savoir où vont aller les intérêts financiers. Aujourd'hui, j'ai vu dans la presse japonaise qu'ils essayaient de récupérer un certain nombre de spécialistes de la finance hongkongaise. En tout cas, ils l'envisagent. Donc oui, bien entendu, il y a des enjeux économiques. De toute façon, il faut bien voir que vu de Pékin, Hong Kong, c'était le symbole quand même de l'impérialisme britannique. C'était le symbole des traités inégaux, c'était le symbole des humiliations, etc. Fallait que ça se termine. Donc, je veux dire, c'était quelque chose qui était effectivement prévisible, quel que soit le temps. Et comme finalement, en gros, c'est plutôt la faiblesse de Carrie Lam dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait que finalement, ils sont pas arrivés elle n'est pas arrivée à faire passer un certain nombre de textes, notamment sur la réforme de l'éducation, mais d'autres textes aussi. Finalement, ils ont employé les grands moyens. Mais c'est plus parce qu'ils ne sont pas arrivés à le faire petit à petit qu'ils ont accéléré les choses. Jean-Paul Chang, est-ce que c'est un gros risque pour Pékin de faire fuir les multinationales occidentales qui sont à Hong Kong? Il reste à savoir si le risque est réel ou pas. C'est la question que je vous pose. Je pense que le risque est quand même relativement faible. Il y a quand même, Hong Kong joue un rôle quand même de pont vis-à-vis de la Chine pour la finance et pour le commerce. Et vous avez à peu près 300 groupes multinationaux qui ont leur siège régional. Alors, Hong Kong ne travaille pas seulement avec la Chine, mais travaille aussi comme centre de réexportation pour tout le sud-est asiatique. Le seul problème à Hong Kong, aujourd'hui, c'est financier. C'est-à-dire que si les Américains, dans leur... Alors, il y a justement des annonces de rétorsion américaine. Alors, justement, la seule rétorsion qui serait vraiment sérieuse, ce serait d'ordre financier. C'est-à-dire que, par exemple, la convertibilité automatique de dollars de Hong Kong vis-à-vis du dollar n'irait plus de soi. Ça sera effectivement une bombe nucléaire, quoi. Bon, il faut savoir que si ça arrive, évidemment, ça embêtera beaucoup de monde, et pas seulement les Chinois. Et notamment les deux banques anglaises, Standard Chartered et Hong Kong and Shanghai, qui sont quand même les deux des 3 banques émettrices de billets à Hong Kong. Valérie Niquet, quand Mike Pompeo dit qu'il ne restera pas que les États-Unis ne resteront pas les bras croisés, c'est à ça qu'il fait référence. Et est-ce qu'ils peuvent aller jusque-là ? Effectivement, il y a des intérêts financiers qui sont bien au-delà de Hong Kong, mais ceci dit, les Américains ont l'air tout de même très déterminés, et là, c'est une vraie capacité de pression sur la Chine, et on voit que jusqu'à maintenant, en plus, en année électorale, Donald Trump et ceux qui sont autour de lui n'ont pas beaucoup hésité à exercer des pressions sur Pékin. Pour sa propre base, sa base électorale est demandeuse. Voilà, mais il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi le fait que pourquoi est-ce que Hong Kong était resté une très grande place financière, bien qu'elle soit redevenue chinoise, c'est parce qu'il y avait tout cet écosystème de système légal auquel on pouvait faire confiance, de transparence. On sait ce que sont les entreprises à Hong Kong avec la bourse pour l'évaluation des actifs. Enfin, j'y connais rien, mais Jean-Paul... Vous parlez comme si vous connaissiez beaucoup. Allons bon. Mais enfin, il y avait une confiance qui régnait à Hong Kong qui ne règne pas en Chine. Et donc, Shanghai, il faut se souvenir, était la première place financière en Asie dans les années 30. Mais Shanghai ne pourra jamais remplacer Hong Kong parce que tout simplement, il n'y a pas cet écosystème de liberté et de justice et de système légal qui étayait pourquoi est-ce que les gens restaient à Hong Kong. Donc après, certains vont rester, bien entendu. On va voir comment les choses sont appliquées, mais ça suscite énormément de méfiance. Donc ça suscite de la méfiance. Les États-Unis pour aller jusqu'au bout. Et l'Europe a-t-elle un levier par rapport à cette question, à cette affaire de Hong Kong? Et doit-elle, comme l'a fait par exemple le ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson, émettre des menaces ou des alertes, Pierre Grosser? Les Britanniques sont évidemment concernés parce que c'était leur texte de 1984 et pour eux c'est un symbole. Je crois qu'ils sont très embêtés parce qu'avec le Brexit, ils pensaient avoir des relations spéciales avec la Chine. Ils voulaient justement faire de Londres la place d'internationalisation de la monnaie chinoise, du renminbi. Et donc ils ne peuvent pas quand même affronter Pékin. D'ailleurs, pour le moment quand même, il faut bien voir que ceux qui ont des réactions sont plutôt des pays de l'ancien Commonwealth, c'est-à-dire l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, plus évidemment les États-Unis. L'Union européenne, pour le moment, est quand même, disons, relativement timide. Là aussi, peut-être parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, le choix de se battre pour Hong Kong, enfin de se battre au sens évidemment pas militaire, ne fait peut-être pas sens. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin.